Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut paraître un peu complexe, la fiscalité du patrimoine en France. Et pour que ce soit plus simple, on va suivre le parcours typique des biens d'une personne, de l'achat à la transmission. C'est parti! Alors, pour bien commencer, il faut qu'on soit d'accord sur un mot-clé, le patrimoine. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire financière d'une vie. C'est l'ensemble de ce qu'on possède, une maison, un appartement, de l'épargne sur un compte, des actions, bref, la totalité de la fortune d'une personne. Et ce patrimoine, l'administration fiscale va s'y intéresser à deux moments bien précis. D'abord, quand on le détient, année après année, et ensuite quand on le transmet, que ce soit de son vivant ou après. C'est vraiment cette double logique, détention et transmission, qui est la colonne vertébrale de toute la fiscalité du patrimoine en France. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet avec la première grande étape pour beaucoup de monde, l'achat d'un bien immobilier. Comment est-ce que l'État vient taxer cette transaction hyper importante ? Le processus, il est très cadré. On se met d'accord sur un prix et puis impossible de passer à côté du notaire. C'est vraiment la pièce maîtresse. C'est lui qui va s'occuper de toute la paperasse, qui va enregistrer la vente auprès des impôts et surtout, c'est lui qui collecte ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. Cet argent va ensuite financer en grande partie les collectivités locales, comme les départements. Ok, l'achat est fait. On est propriétaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Maintenant, il y a les impôts qu'il faut payer chaque année juste parce qu'on possède ce bien. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Là, il faut parler d'un vrai tournant qui a eu lieu en 2018. Avant, il y avait l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et lui, il ratissait large. Immobilier, actions, épargne, objets d'art, tout y passait. Depuis 2018, on a l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et comme son nom l'indique, il ne vise plus que l'immobilier. C'est un changement de philosophie assez radical. Alors, est-ce que tout le monde paie cet IFI? Non, loin de là. Il y a un seuil et il est assez élevé, 1,3 million d'euros. Mais attention, on ne parle pas de la valeur brute des biens. On parle de la valeur nette, c'est-à-dire une fois qu'on a déduit tous les crédits en cours. Donc c'est vraiment un impôt qui concerne les patrimoines immobiliers les plus importants. Au-delà de l'IFI, qui est un impôt national, il y a une autre couche, les impôts locaux. Il y a la fameuse taxe foncière, payée par les propriétaires, et la taxe d'habitation qui ne concerne plus que les résidences secondaires. Le gros problème avec ces deux taxes, c'est leur base de calcul. Elles sont basées sur la valeur locative théorique des biens. Et le hic, c'est que cette valeur est calculée, tenez-vous bien, sur la base des conditions du marché de 1970. Oui, on a bien entendu 1970. C'est pour ça que tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que ce système est, comme on le voit ici, totalement archaïque et dépassé. Imaginez, ça ne prend en compte ni l'évolution des quartiers, ni les rénovations, ni le confort moderne. Ça crée des situations parfois complètement déconnectées de la réalité d'aujourd'hui. Allez, on avance dans le parcours de vie du patrimoine. Après l'achat et la détention, vient le moment où l'on pense à transmettre. Et ça peut se faire de son vivant grâce aux donations. C'est un outil de planification important, mais bien sûr, il y a des règles fiscales à connaître. S'il y a un chiffre à retenir ici, c'est celui-là, 100 000 euros. C'est le montant qu'un parent peut donner à chacun de ses enfants sans qu'il n'y ait un seul centime d'impôt à payer. C'est ce qu'on appelle un abattement. Et le point super important, c'est que ce compteur se remet à zéro tous les 15 ans. Et ce n'est pas tout. Pour encourager encore plus la transmission, notamment vers les plus jeunes, il existe un autre dispositif. On peut donner jusqu'à 31 865 euros en plus, en argent liquide, à un enfant ou un petit-enfant, sans aucune taxe. La seule condition, c'est que la personne qui donne ait moins de 80 ans. C'est un petit bonus fiscal non négligeable. Et on arrive à la dernière étape du voyage du patrimoine, une étape inévitable, la succession. Au moment du décès, comment tout ce qui a été accumulé pendant une vie est-il taxé avant d'être transmis aux héritiers ? Bon, première chose à savoir, les règles sont très différentes selon le lien de parenté. Le grand protégé, c'est le conjoint ou le partenaire de Pâques survivant. Pour lui ou elle, c'est zéro impôt sur la succession. Zéro. Ensuite, il y a les enfants, en ligne directe. Eux, ils bénéficient de ce fameux abattement de 100 000 euros dont on a déjà parlé. C'est un avantage fiscal très fort pour le noyau familial. Par contre, dès qu'on sort de ce cercle très proche, eh bien, la note devient très salée. Comme on le voit sur ce graphique, les taux grimpent vite pour les frères et sœurs. Et pour une personne sans lien de parenté, ça devient carrément confiscatoire. On atteint un taux de 60%. Oui, 60% de ce qui est transmis part directement aux impôts. Et c'est là qu'intervient une règle absolument cruciale à comprendre, le rappel fiscal de 15 ans. Il faut voir ça comme une sorte de mémoire de l'administration fiscale. Si un parent a donné 100 000 euros à son enfant, par exemple en année 1, et qu'il décède en année 8, eh bien au moment de la succession, l'abattement de 100 000 euros a déjà été utilisé. Il n'est pas possible de l'utiliser une deuxième fois, car on est dans la fenêtre des 15 ans. Donc, on l'a compris, tout est une question de timing. Le rappel fiscal montre à quel point anticiper et planifier est essentiel.
Une donation faite suffisamment tôt, c'est-à-dire plus de 15 ans avant la succession, permet de bénéficier de l'abattement 2 fois. C'est un impact financier qui peut être énorme pour les héritiers. Et voilà, on a fait le tour. De l'achat d'un bien à sa transmission finale, on voit bien que le système est complexe. Ce qui nous amène à une question de fond. Finalement, avec toutes ces règles, ces seuils, ces abattements qui se renouvellent, est-ce que cette fiscalité sert juste à remplir les caisses de l'État? Ou est-ce qu'elle n'est pas aussi, et peut-être surtout, un outil très puissant pour influencer la manière dont les familles gèrent et transmettent leurs richesses de génération en génération? La question reste ouverte.